tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu mon frère? Super, c'est la pêche. Donc, nouvelle vidéo à deux, voilà, on va de nouveau faire une rétrospective sur une saga mythique du 7e art, une des meilleures sagas pour nous deux, voilà, et pour beaucoup de quarantenaires de notre âge. On va vous parler de la mythique saga Mad Max. Donc, tu es prêt David? Super. Donc, tu es prêt? Oui. Vous êtes prêts les amis, j'espère? Donc, c'est parti pour la rétrospective Mad Max. C'est parti. Where justice is a forgotten memory. Il est celui qu'on appelle le guerrier. Mais il a l'air d'un vagabond. Mais pour ceux dont la vie est en jeu, Nous sommes ceux qui attendent. qui attendent quoi? Qui t'attendent, toi? Il est celui qu'ils appellent le héros. Mesdames et messieurs, mes très chers enfants, votre dernière heure est arrivée. T'as déjà fait ce genre de choses? Bien des fois. Quelle journée! Quelle merveilleuse journée! Mad Max de George Miller. Alors, c'est une saga mythique. Pour nous, quarantenaires, c'est dans le top 10 des meilleures sagas de ces 40 dernières années. Tout est bon dans cette saga. Il y a 4 films extraordinaires. Donc, réalisés par le grand George Miller. Bon, d'accord avec moi? Oui. Donc réalisé par George Miller, qui est un réalisateur australien. Donc avant de vous parler de la saga Mad Max, on va revenir vite fait sur la carrière de George Miller. Donc George Miller est un réalisateur australien qui a commencé au début des années 70. En 71, George Miller est tout jeune, réalise son premier court-métrage qui a plutôt bien fonctionné dans son pays, donc en Australie. Et en 79, George Miller réalise son tout premier film, donc le premier Mad Max du nom. Mad Max sort au cinéma, donc c'est une petite production indépendante, mais mon Dieu, quel putain de film, hein, David? Pour moi, c'est peut-être le meilleur avec Fury Road, le tout dernier. J'adore Mad Max 2, mais là, je vous expliquerai juste après pourquoi j'adore tellement ce film. Donc, Mad Max est une toute petite production indépendante qui n'a même pas eu la chance de sortir dans des cinémas, dans des grosses salles de cinéma genre Pathé ou Gaumont, mais qui est sortie dans des petits cinémas de quartier parce que dans les années 70, tous les cinémas bis, surtout italiens, espagnols et aussi un petit peu français, donc les petites productions ne pouvaient sortir que dans des petites salles d'exploitants, donc dans des petits cinémas. Et Mad Max étant une petite production, n'a pas échappé à la règle et est sorti dans des petits cinémas de quartier. Mais le bouche à oreille a marché très rapidement. Et le film a eu ses galons, on n'a pas eu bien sûr ses galons de film culte tout de suite parce que c'était une petite production, donc les gens, il fallait que le bouche à oreille se fasse.
Mais le film a eu un beau petit succès au cinéma et après encore plus dans la sortie VHS parce que le film quelques mois après est sorti en VHS et là a complètement explosé. Les gens se battaient pour voir ce fameux petit film australien complètement taré qui était Mad Max et donc ce film est un petit film mais en fait c'est un grand film. Comment dire ça? C'est en fait c'est un petit grand film, voilà. C'est en fait George Miller à l'époque quand il a réalisé Mad Max, il ne savait pas ce qu'il avait réellement entre les mains. Il ne savait pas qu'en fait ce petit film d'exploitation allait plus tard faire une saga mythique des années 70-80. Qui allait inspirer aussi beaucoup de films. Et qui allait inspirer énormément de films par la suite. Il était vraiment, il était persuadé de faire un petit film cool avec énormément de cascades. Voilà, un film d'action typique des années 70, mais il pensait faire un petit film qui allait faire un petit succès et puis basta quoi. Donc, Mad Max raconte l'histoire de Max Rothfield. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Max Rothfield. Oui. Ouais, je veux pas te contredire, mais bon, je pense que c'est ça. C'est Max Rothfield, ouais, j'en suis pratiquement certain. Donc, on suit les aventures de Max Rothfield, donc un flic de patrouille américaine. Voilà, un flic qui patrouille sur les routes. Un homme qui est plutôt heureux dans sa vie. Il a une petite femme, il a une petite fille, donc tout roule pour lui. Bon. Le film se passe dans un monde qui commence déjà à être méchamment gangréné par la violence, voilà. C'est dans le film assez rapidement, on s'aperçoit que dans le film c'est les gangs de motards, c'est les dealers qui commencent à régner en maître, voilà. Donc on a la police qui est là, on a encore des magasins, on est encore dans un monde où ça vit, voilà. On n'est pas encore dans un monde post-apocalyptique. C'est structuré quoi en fait, il y a tous les codes de la société quoi. Voilà, on est encore dans une société qui marche, mais on sent que la violence commence à gangréner la société quoi. Et au milieu de tout ça, donc on a Max Rothfield, donc Max, excusez-moi, Max qui vit une vie plutôt clémente et il est donc policier dans une petite ville. Alors je sais plus comment elle s'appelle la petite ville où il habite. Pas te dire. Donc il vit dans une petite ville. Et à un moment dans le film, il y a une gang de mentards qui arrive dans cette petite ville et qui commence à foutre le bordel, voilà, à agresser les gens, à violer les filles, etc. Et au bout d'un moment, Max arrête un des gangs de motards. Et le gang de motards décide de s'en prendre à lui. Et à la fin du film, bon, on vous spoil un peu le film, mais le film a 45 ans, donc je pense que vous avez tous vu Mad Max, c'est un petit peu obligatoire. Donc à la fin du film, le gang de motards, pour se venger, va assassiner sa femme et sa petite fille. Et Max va devenir complètement fantomatique, voilà, il va tout perdre. Il va devenir une espèce d'ombre comme ça, qui n'a plus de âme. Et voilà en gros l'histoire de Mad Max. Et c'est un film, franchement, qui n'a pas de budget, mais putain, quelle tuerie. Tout est fait en practical, donc toutes les scènes d'action sont réalisées par des cascades, et des cascades, hein, David, d'enfer, quoi. Ouais. Donc moi, si je peux poursuivre un peu, c'est en fait c'est un film un peu, ça me fait penser un peu à Sam Raimi avec son Evil Dead, c'est-à-dire que c'est un premier coup d'essai, il n'y a pas de budget, c'est fait avec les moyens du bord. Même si on peut trouver quelques défauts au film, c'est que au niveau de la photographie et de la mise en scène, des fois c'est un peu brouillon. On sent que c'est quand même voilà, que c'est un premier coup. Et dans ce film-là, c'est que on retrouve tous les thèmes qui sont chers quand même. Il y a du romantisme, c'est très humain. Et puis on retrouve aussi une certaine fascination au niveau des scènes d'action. Pour la violence, pour le côté cru, quoi. Et moi j'ai une scène en particulier qui va me marquer parce que j'ai eu la possibilité de les voir il y a pas si longtemps. C'est une scène sur une plage où le gang se retrouve à faire des bronzettes, voilà, faire un peu n'importe quoi. Et ils ont un mannequin avec eux. Et j'ai trouvé que cette scène-là
filmé au bord de l'eau comme ça, avec des la caméra avec une façon de filmer, une photographie particulière, rend la scène très poétique. Parce qu'en fait il y a un moment ils enlacent il y a toute une jeu de scène là-dessus autour du mannequin, du papier, ouais. poupée gonflable. Oui, et on sent que ce sont des voyous, mais ils sont encore humains quoi quelque part. Donc ils sont quand même ils sont plus proches de la création, enfin de espèce de fauve que de ils sont quand même bien tarés quand même, hein. Oui, ils sont quand même tarés, mais on pense on peut penser aussi que c'est des grands gosses, un peu comme Warriors, hein, on peut penser un petit peu à Warriors, et beaucoup de similitudes entre les deux films. Il y a cette scène là qui m'a marqué, et puis bien sûr toutes ces cascades, hein, cascades extraordinaires. Et là, comme tu dis, c'est du practical, hein, les voitures se rentrent dedans, les motards passent au-dessus des voitures. Ah oui, non mais ça, si tu peux montrer quelques. Je vous passerai un petit morceau, mais dans ce film qui n'a pratiquement pas de budget, il y a des scènes de cascades, mais hallucinantes, même de nos jours en 2021. On réalise pas des cascades comme ça, quoi. Oui. Tout est fait en practical. Les mecs, ils se roulent, les voitures se retournent. On sent le kérosène qui nous tombe dans les narines. C'est tellement palpable. Même les courses de bagnole qui sont moitié filmées en numérique, et on ressent pas le même truc. C'est vraiment du practical de chez practical. Et le pire, c'est que le film n'a pas de budget et le visuel, les cascades. Les interprétations des acteurs qui sont toujours sur le même. Mel Gibson dans le film, il est très jeune, donc il a pas un grand jeu d'acteurs, mais les acteurs sont plutôt très très bons dans leur rôle. Voilà, on a les flics, on a les barbares. Les acteurs les jouent vraiment très très bien. Il y a vraiment pas de pognon et c'est pour ça que je vous disais qu'en début de film, c'est un petit grand film, voilà. George Miller ne savait pas du tout ce qu'il avait entre les mains. Enfin, je pense qu'il se doutait pas la perle qu'il avait dans les mains, parce que tout marche dans le film. Tout marche. Donc, on va avancer un tout petit peu, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de Mad Max 1. Mais Mad Max 1, c'est un joyau, quoi. Je veux dire, quand on voit ce qu'il a comme budget et le petit film que c'est, putain, le mec, il a une mise en scène, parce que George Miller est un très grand réalisateur. Et il a fait surtout sa carrière sur la saga Mad Max. Bon, après, il a été faire un peu tout et n'importe quoi. Oui, dans les années 2000. Surtout les années 2000, il a commencé à faire des films pour les gosses, etc. Mais, je veux dire, ce qui a fait sa carrière, ça a quand même été la saga Mad Max. Donc, pour en finir sur Mad Max, il faut absolument voir le tout premier Mad Max, parce que c'est une perle absolue des années 70, qui a complètement retourné la tête d'une génération, quoi, des 40, cinquantenaires, commence à se faire vieux, hein. Mais bon, voilà, qui a retourné complètement la tête. Donc, Mad Max 1, il faut absolument le voir. T'es d'accord avec moi? Ah oui. Et puis moi, je veux finir une chose, c'est qu'en plus de ça, il a imposé l'Australie dans le film, parce que le film est tourné en Australie. Ouais, intégralement. Dans les décors désertiques, sur les routes. Et puis je veux revenir encore une fois sur les cascades. Il y a une cascade, vous allez voir, avec un motard qui saute au-dessus d'une voiture et qui se prend la voiture suivante dans le cou. Non, c'est une moto, non, c'est pas ça? Ou une moto, je sais plus, enfin exactement. Enfin, les cascadeurs ont dû jongler, et lui, il a pas fait de rush, il a tout gardé, comme Sam Raimi sur son premier film. Donc Mad Max, c'est comme ça. Chef-d'œuvre absolu, il faut absolument le voir. Voilà. Mad Max 2. Après le joli petit succès qu'avait rencontré Mad Max dans les cinémas, les petits cinémas de quartier, et ensuite il a complètement explosé avec les sorties VHS. Bien entendu, les Américains ont senti la bonne saga arriver. Donc Warner s'en est mêlé. Donc quelques années après, donc j'attendais, j'ai noté la date. En 81, donc les Américains reprennent la franchise. Bon, George Miller est toujours à la réalisation, donc c'est une collaboration américano-australienne, mais Warner s'en mêle, donc met des billes, donc maintenant Mad Max
est produit par la Warner. Et donc en 80 sort Mad Max 2 et là on passe à un niveau supérieur. Donc là on suit toujours le personnage de Max qui a perdu sa femme et sa petite fille, donc qui est une espèce de spectre, comme je vous disais dans la première vidéo, qui est comme ça posé sur la planète. Il roule avec sa magnifique Interceptor, donc sa bagnole, sur les routes, mais il a plus de raison de vivre, donc en fait il avance, mais on sait pas pourquoi en fait, au mieux de se flinguer quoi, voilà, il a plus rien à attendre de la vie. Donc on continue à suivre les aventures de Max. Et là, dans le deuxième, on rentre totalement dans le film de Pops Apocalyptic, d'ailleurs un style qui est en train de revenir à la mode, voilà, qui était abandonné pendant très très longtemps dans les années 90 et fin 80, mais bon là, voilà, on revient à la mode du film Pops Apocalyptic, sauf que là c'est très très mauvais, là, voilà, on est très très loin d'un Pops Apocalyptic. Style Mad Max ou voir Le Soleil Vert, parce que Le Soleil Vert c'est un film post-apocalyptique, donc typique des années 70. Donc on continue à suivre Max. Là on est typiquement dans un monde, donc il y a eu au début de film on nous explique qu'il y a eu une guerre nucléaire, voilà, que les hommes se sont envoyés des bombes sur la gueule. Bon, on sait pas trop en fait, on sait pas si c'est une bombe nucléaire ou autre chose. Le film te le dit pas trop en fait. Bah si, au début il y a un petit noir et blanc qui explique. C'est vrai qu'on voit l'explosion, ouais. Donc ils expliquent en fait que les hommes se sont battus pour les ressources de la terre, surtout pour l'électricité. Donc ils sont finis par des foutre des bombes sur la gueule. Et la terre est complètement ravagée. La plupart de la population humaine ont été tués par les radiations, donc. Et dans ce monde, il y a deux styles d'humains. D'un côté, on a les gros barbares qui pillent, qui tuent, qui violent. Et d'un autre côté, on a les survivants qui, eux, vivent dans la misère et qui bouffent pas et qui vivent sous les tôles. Et au milieu de ces deux styles d'humains, on a Matt, voilà, qui est cette espèce de fantôme qui roule sur les routes, voilà. Sans but. Voilà en gros l'histoire de Mad Max 2, et là franchement, on passe à un niveau supérieur, et là c'est une tuerie monumentale. Alors déjà le premier était bon, mais là c'est une tuerie absolue, voilà, parce que le film en fait il est scindé en deux. La première partie, on retrouve Matt, voilà, donc on le voit évoluer dans ce monde post-apocalyptique. Et il y a d'autres personnages qui vont se greffer à Matt, donc des personnages qui sont très très bien écrits, surtout après la merde que j'ai vue hier, donc Army of the Dead. Là, on a vraiment des personnages qui sont très très bien écrits. On a même un personnage, un petit gamin avec un boomerang, qui on voit pas beaucoup, mais on s'attache très rapidement à ce petit bestiau, ce petit gamin là avec son boomerang. Donc autour de Matt, on a beaucoup de personnages qui comme ça, qui gravitent, qui sont très très bien écrits. Et en deuxième partie de film, alors là, on a une droit à une course-poursuite en camion que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Je veux dire, c'est là, on a des cascades, on a des scènes de cascades en pagaille, on a des camions, des semi-remorques qui se rentrent dedans, mais c'est un truc hallucinant. Donc Mad Max 2 et puissance 25 par rapport au premier qui était déjà énorme, et moi je l'adore. Toi, qu'est-ce que t'as à dire, vas-y? Bah moi, je dirais pas que Mad Max 2 est supérieur au Mad Max 1, je le mets au même niveau, parce que en fait dans Mad Max 2 c'est beaucoup plus longiligne, c'est beaucoup plus rudimentaire. On est dans un film apocalyptique, et donc l'histoire est toute simplette, mais effectivement comme tu dis, il y a énormément de personnages bien écrits, très attachants, il y a même des punchlines dedans, et on commence à avoir de l'humour comparé au premier degré du premier film, parce que le premier était quand même assez sévère, enfin assez sérieux. Dans celui-là, le côté humain de Max disparaît totalement pour faire place à quelqu'un qui erre comme ça dans une société sans but. Enfin, dans une société, il n'y a plus de société, mais dans un monde ni foi ni loi, quoi. Et bien sûr, pour moi, c'est pareil. Au niveau des cascades, c'est extraordinaire, mais c'est encore différent du premier Max. Hein. C'est là, cette fois-ci, on est dans une course poursuite. Voilà, il n'y a pas trop de
top car, là, tu sais, quand les voitures sont dans l'art et tout. Ouais, bah, des pratiques. Voilà, c'est plus une grosse poursuite de voitures, quoi. Pour moi, c'est ça. Avec des affrontements sur les capots et tout. Donc c'est encore autre chose. Et pour en finir, pour moi, Mad Max 1 et 2 sont au même niveau. Je peux pas les différencier. Donc voilà, pour moi, c'est hyper, super, c'est génial. Alors, pour revenir un petit peu pour la course de camion à la fin, parce qu'en fait, c'est une grosse course de camion, voilà. Donc, en fait, pendant les 20 dernières minutes, les barbares qui sont partis, qui pourchassent le reste de l'humanité, parce qu'en fait, il y a deux groupes, voilà. Et effectivement, David, t'as raison, c'est que c'est pas filmé de la même manière. Déjà, le Luna, on a un budget beaucoup plus conséquent, et c'est pas filmé de la même manière. C'est tout aussi violent, mais on a moins de bagnoles qui se retournent, on a moins de cascades très rudes comme dans le premier. On a des scènes qui sont très très calibrées. C'est la scène de camion et tout. On sent que le budget est beaucoup plus conséquent. Ça ne veut pas dire que la scène de fin est moins impressionnante que les scènes du premier Mad Max, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais mon Dieu, quand tu le vois la première fois, tu te dis, mais Pierre, tu sens le kérosène. Je vous dis, la force qu'a George Miller quand il fait, il mange du sable même. Ouais, c'est ça. Ouais. La force que là à George Miller quand il tourne les Mad Max, c'est que c'est tellement palpable son univers factice, parce que c'est un univers factice, forcément, c'est un film. C'est tellement palpable que tu sens le sable, tu sens le kérosène, tu sens la misère, tu es complètement immergé, c'est comme si tu traversais l'écran et tu étais dans cet univers pourrave. Et franchement, tu sens le kérosène, il a une facilité à te faire entrer dans son univers, ce mec, c'est hallucinant. Donc, pour en finir avec Mad Max 2, donc, Mad Max 2 est de la même qualité, enfin, pour moi, est de la même qualité du premier Mad Max, mais puissance 25, voilà, avec un budget beaucoup plus conséquent, dans un monde post-apocalyptique, donc différent du premier. Ouais. Donc, pour moi, je le mets au même niveau, parce que j'aime quand même beaucoup le premier. Donc je le mets au même niveau, mais c'est quand même un chef-d'œuvre, voilà, parce que moi je prends pas le gant. Hein. Pour moi, Mad Max 2 c'est quand même un chef-d'œuvre. Donc moi je le mets au même niveau. Ouais. Et toi donc pour finir aussi, c'est que le film a eu le droit, à être présenté à Avoriaz à l'époque. Je sais pas s'il a reçu un prix. Non, si, je crois que c'était la claque d'Avoriaz à l'époque. Oui, enfin, en tout cas, ça a été le film qui a marqué cette année. Et le premier Mad Max aussi a été présenté à Avoriaz. Et c'est pour ça qu'il a eu ses galons et qu'il a été vu par les spécialistes à l'époque, les gens qui aiment la SF. Donc, il faut pas oublier qu'il y a eu quand même deux publicités d'Avoriaz qui ont fait faire la publicité au film, enfin aux deux films quoi, en tout cas. Et donc pour toi, donc Mad Max, tu mets un petit peu en dessous du premier là. Non, c'est au même niveau. Hein. Pour moi, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus humaniste. On comprend plus les personnages dans le Mad Max 1 parce que en fait, on pourrait penser que la police a les mêmes manières que les voyous dans le premier film, mais on comprend pourquoi, parce que bon, pour combattre la criminalité, il faut se mettre à l'échelle. Faut se mettre à l'échelle, donc il faut être aussi violent qu'eux. Hein. Et donc le premier était beaucoup plus humain, le deuxième, on quitte toutes ces valeurs humaines pour se retrouver dans un monde totalement qui est complètement ça, il y a plus rien quoi, il y a plus de société, il y a plus rien, il y a plus de règles, il y a plus rien, donc c'est une suite totalement logique. Voilà. Donc voilà, pour en finir avec Mad Max 2, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, un joyau. Donc là, George Miller est vraiment très très bien parti. Il maîtrise totalement son univers. Donc, les gens parmi vous qui ne connaissaient pas aussi Mad Max 2, mais je doute encore une fois, il faut absolument le voir. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre. Après l'énorme succès qu'avait fait Mad Max 2, parce que, bien entendu, le premier avait marché, mais comme c'était un petit film, donc ça a mis un peu plus de temps pour faire un méga succès. Mais Mad Max 2, étant produit un peu plus par les Américains avec la Warner, Mad Max 2, là, a eu droit à une sortie dans les grandes salles d'exploitation, donc a fait un énorme carton.
Et comme je vous disais à la fin de la deuxième vidéo, là, George Miller est super parti dans son univers, donc là, il est rodé de chez Rodé. Et donc, en 1985, George Miller réalise Mad Max numéro 3. Et là, c'est le Mad Max le moins aimé de la plupart des fans, qui est pas du tout mon cas et qui est pas du tout le cas aussi de David, parce qu'on l'aime très très bien, ce troisième Mad Max. Parce que George Miller a voulu emmener sa saga dans autre chose. Et pour moi, ça a été une idée de génie. C'est pour ça que pour moi, ce réalisateur est un réalisateur, un master de chez Master. Parce que après le chef-d'œuvre qui était Mad Max 2, il aurait pu continuer dans le même style et continuer à faire une suite de Mad Max 2, et ça aurait été pour mon cas trop répétitif. Et là, il emmène Mad Max 3 dans autre chose. Bon, ça reste du Mad Max, bien entendu, mais il l'emmène dans un côté dans autre chose. Donc l'histoire de Mad Max 3, donc on suit encore Max, voilà, qui est encore posé sur cette terre désolée, voilà, donc on continue à le voir sur les routes. Max, au bout d'un moment, arrive dans la ville du Dôme du Tonnerre, voilà. Ouais, c'est Downstone. Voilà. Donc il arrive dans cette ville là, qui est une ville d'Iradi en fait, une espèce de ville de troc, voilà. Et dans cette ville règne, en fait, il y a une chef qui règne en maître dans cette ville qui est comment s'appelle la personne Tina Turner. Ouais. Entité. Voilà. Donc cette ville est gouvernée par Entité, donc qui est jouée par Tina Turner, donc la grande chanteuse Tina Turner, qui joue très très bien dans le film. Elle joue une méchante assez fin. Moi je trouve que j'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'elle en faisait trop et tout. Moi pas du tout. Je trouve qu'elle fait une méchante vraiment très bien. En plus c'est la première méchante dans le rôle dans la saga Mad Max, parce que jusqu'à présent on avait que des hommes qui étaient des chefs de bande. Donc dans le premier c'était un homme, dans le deuxième c'est Humulcus, c'est espèce de gros balèze avec le masque de Jason. Et là dans Mad Max 3, c'est la première femme chef de gang. Voilà, donc déjà il y a une petite nouveauté. Et donc Max arrive dans cette ville, et assez rapidement il s'aperçoit que cette ville est scindée en deux, parce qu'il y a le monde du haut et le monde du bas. Et Entité, au bout d'un moment, elle s'aperçoit que Max est un espèce de mercenaire, qui est un homme qui vient là pour faire du troc, mais qui est là aussi pour se faire du pognon. Et donc, elle va demander à Max, elle va plutôt utiliser Max pour aller tuer le chef du monde d'en dessous. Donc, un petit nain qui s'appelle Maître Bombe, voilà. Donc, un petit nain qui est placé sur le dos d'un espèce de géant qui s'appelle Bombe, tout simplement. Qui s'appelle Bombe, donc Maître Bombe. Donc, Maître, c'est le nain, et Bombe, c'est le grand géant qui porte sur son dos. Et donc, Entité va utiliser Max pour aller tuer Maître Bombe. Et Max, en descendant dans les bas-fonds de cette ville, va s'apercevoir qu'il y a une petite carte à jouer qui va pouvoir jouer entre les deux. Le problème c'est qu'il va faire l'erreur de sa vie. Entité va s'en apercevoir et va complètement l'exiler dans le désert, voilà. Donc Max est à 2 doigts de mourir. À un moment, il lui donne juste une petite gourde pour boire, et Max est au seuil de la mort. Et c'est à ce moment-là que le film de George Miller va complètement partir dans autre chose. Et Max va être retrouvé par une bande d'enfants sauvages, voilà, qui vivent dans un espèce de paradis vert. Voilà, donc dans un paradis, il y a des cascades, il y a de la verdure. Et pourtant, le vert dans la saga Mad Max, il n'y en a jamais. Dans les 2 premiers films, c'est le sable, c'est le kérosène, c'est les tôles de bagnole. Il y a jamais de vert, il y a jamais de touffes d'herbe, quoi. On voit jamais de verdure. Et là, dans Mad Max 3, George Miller commence à mettre des couleurs. Et en fait, pour moi, la deuxième partie du film, c'est le côté rassurant de ce monde. En fait, George Miller veut nous faire dire qu'en fait, dans ce monde de barbares, il y a un espoir, voilà. Ces enfants, en fait, sont l'espoir de l'humanité. Et c'est ça qui est pour moi la grande force de Mad Max 3, c'est que
George Miller, dans un seul et même film, il change complètement de direction en plein milieu du film. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est un excellent film. Je sais pas pour toi, vas-y, dis-moi. Ben, pour moi, la critique sur Mad Max 3, c'est que c'est un vrai film de cinéma, cette fois-ci. Oui. George Miller, avec ses 2 premiers films, il touche carrément les producteurs américains. Il devient un master, donc. Et donc le film de George Miller s'est inspiré plus ou moins de George Borman avec John Borman sur La Forêt d'Émeraude. Tout à fait. Parce qu'en vrai, La Forêt d'Émeraude, c'est un film d'aventure, un drame comme ça, humain, qui se passait dans la jungle avec un enfant qui disparaît, la famille qui essaye de le rechercher pendant des années. D'ailleurs, c'est un film magnifique. Oui, visuellement, c'est... Ouais, c'est un film qui avait cartonné au début des années 80, et George Miller s'est inspiré, enfin on peut imaginer, de ce cinéma-là, et il bascule Mad Max cette fois-ci dans un vrai film de cinéma. Donc ça se voit au niveau de la photographie, ça se voit au niveau de la réalisation. Il y a des cadrages qui sont magnifiques. Voilà, c'est un vrai film de cinéma. Là, on quitte carrément la série B, le film d'exploitation. On est vraiment là dans une production typiquement américaine. Oui, c'est ça, typiquement américaine. Et puis j'aime bien le look aussi de Max. Là, cette fois-ci, il a les cheveux courts, il a son cuir, et il retrouve son humanité aussi, qu'on trouvait pas dans Mad Max 2, qui était seulement un fantôme, comme ça, fantomatique. Là, il retrouve son humanité au milieu de la deuxième partie du film. Et pour moi, comme tu dis, c'est très original d'avoir coupé le film en 2 pour faire un film d'aventure, et en même temps les codes de Mad Max qui sont respectés. Et donc là-dessus, c'est un sans faute. Et plus de ça, on va parler un peu du score aussi. On était aussi dans les années MTV, dans les clips vidéo et tout ça. Donc la musique de Tina Turner, enfin la chanson qui a été écrite, 2 chansons qui a été écrites, c'est le générique du début, le générique de fin. A été tellement vendu sur MTV que ça a fait un carton, et puis ça a fait la promo aussi du film grâce à sa musique. Et le super score de Maurice Jarre, qui a fait une musique assez jazzy, magnifique, qui casse un peu les codes des 2 premiers qui étaient composés par Brian May. Alors surtout pas confondre avec le guitariste de Queen, Brian May, le compositeur de musique, qui avait fait le score des 2 premiers Mad Max, qui était beaucoup plus rentre dedans, symphonique certes, magnifique, mais beaucoup plus rentre dedans que là c'est un peu plus jazzy. On est plus dans le style de Maurice Jarre, qu'on parle pas assez d'ailleurs. Donc en passage, le papa de Jean-Michel Jarre. Oui, voilà, exactement. Donc pour tout ça, Mad Max 3, je peux pas le détester. Pour moi, vous allez me dire que je me répète, mais c'est 3 films qui sont tellement différents que je les mets sur la même ligne. J'arrive pas. Il y a des défauts, bien sûr. Bien sûr, si on décortique, il y a toujours des défauts. Mais pour moi, j'arrive pas à les dissocier. Voilà. À chaque fois, on passe des étapes. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce 3e. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. À l'époque, le film, il a été complètement. Alors les critiques, ça allait à peu près, ils étaient plutôt mitigés. Mais au niveau du public, parce que le public s'attendait vraiment à revoir du Mad Max 2. Direct. Voilà, il voulait encore plus de cascades, etc. Et George Miller a décidé complètement autrement. Et le public a été très très déçu par rapport à ce qu'il voyait, parce qu'en fait, à mon avis, ils étaient perdus, comme le film est scindé en 2. Les gens ne voulaient pas voir ces espèces de petits gamins là qui vivent en tournant leur espèce de disque là. Les gens ne voulaient pas voir ça, ils voulaient du kérosène, plus de cascades, etc. Et les gens, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que voulait faire George Miller, ou voulait emmener George Miller dans sa saga George Miller. Donc le film n'a pas eu vraiment le succès qu'il aurait dû avoir. Bon, il a quand même cartonné après en sortie VHS. Mais pour moi, Mad Max 3 est différent des 2 premiers, mais c'est pas pour autant qu'il soit moins bon. D'ailleurs, pour moi, je le mets au même niveau des 2 premiers. Pour moi, c'est vraiment très très bon. On a la musique de Maurice Jarre, les titres de Tina Turner, mais putain, tu voyages. Moi, je voyage. Moi, je voyage totalement. Quand j'écoute les musiques de Tina Turner, et la musique de Maurice Jarre, Mel Gibson qui est topissime avec ses yeux bleu azur là dans le. Il interprète pour la 3e fois Max, mais il le connaît tellement bien que le mec il se force même plus quoi. Il est Mad Max, il est Max plutôt, parce que Mad c'est le titre. Il est complètement Max.
Il a plus besoin de se forcer, le mec, il est sur une ligne, il est parfait. Tina Turner joue le rôle d'une femme, une méchante, mais de toute beauté. Moi, je suis absolument pas d'accord avec les gens qui disent qu'elle cabotine. Elle cabotine absolument pas. Pourtant, c'est pas du tout son métier, c'est une chanteuse. Donc pour moi, Mad Max, je l'aimais vraiment tous les trois sur la même ligne. Et George Miller arrive à renouveler, c'est ça la force de ce réalisateur, c'est qu'il arrive à renouveler sa saga, quoi. Qui est le cas il y a beaucoup de réalisateurs qui se plantent, voilà, qui fait des suites qui se ressemblent, etc. Là, George Miller continue à faire évoluer son univers, et pour moi, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Par contre, moi, je vais finir là-dessus. Les petits, le petit bémol dans ce film-là, c'est que c'est un peu répétitif à la fin. Il y a toujours cette course de camions à la fin. On a l'impression que c'est un peu repiqué de Mad Max 2. Bon, voilà, là, c'est le petit bémol en fait. Hein. Il y a ça et aussi le manque de violence aussi du film. Ils l'ont un petit peu adouci pour toucher un public plus large. Bon, il y avait un cahier des charges aussi à respecter. S'ils mettaient pas des courses de bagnole, il y aurait eu des gens que le film n'aurait pas marché. Donc il y avait des petits cahiers des charges à mettre. Sûr, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Mad Max 3. Donc c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut voir absolument. Après le succès relatif de Mad Max 3, parce que je vous dis c'est celui qui a le moins plu aux gens, George Miller décide d'arrêter sa saga. Voilà, il en avait fait 3, il était plus vraiment intéressé pour faire un nouveau Mad Max. Donc Mad Max 3 était sorti en 85, donc depuis 85, George Miller ne souhaitait plus faire de Mad Max. Donc il est complètement parti ailleurs, donc il a fait un peu tout et n'importe quoi. Il a fait Babe le cochon, il a fait Happy Feet, je sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais enfin bref, il est parti un peu dans tout et n'importe quoi. Donc bon. Après, Babe le cochon, ça a marché. Hein. C'était un carton. Ouais. C'était un carton. J'arrive pas à comprendre. Bon, un cochon, voilà. Bon. C'est même devenu culte. Ouais, c'est même devenu culte. Mais bon, voilà. Bon, il est parti sur autre chose. Et en début des années 2000, donc je crois que Mad Max Fury Road était prévu dans les environs de 2010-2011. Donc George Miller annonce sur les réseaux sociaux qu'il compte réaliser un Mad Max numéro 4. Alors là, franchement, j'avais des miquettes. Parce que le mec, ça faisait 30 ans qu'il avait pas fait un Mad Max. Et pour nous, Mad Max, c'était terminé, c'était 3 films. Et puis voilà, quoi. Refaire un Mad Max dans les années 2000, là, putain, je me suis dit, il va nous faire une merde. Il va plus être dedans, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, il annonce qu'il veut mettre en chantier un Mad Max 4. Le film est très très dur à mettre en chantier, donc il est annoncé en 2010. Le scénario a été réécrit une paire de fois. Après, il dit qu'il arrête complètement, que c'était une mauvaise idée, qu'il a plus envie de faire de Mad Max. Après, il revient, donc ça a été chaotique. C'était un film qui a été énormément long à mettre en route. Donc, le tournage finit par se faire. Je pense que George Miller a été voir Mel Gibson pour lui proposer de reprendre le rôle de Matt, mais bon, Mel Gibson refuse tout catégoriquement et c'est une petite erreur parce que ça aurait été super de voir un Mad Max vieillissant, l'orge limite avec une vieille barbe et tout. Et je veux dire aussi même que je crois qu'il avait ses problèmes aussi. Enfin, il était sur une blacklist, hein, comme Mel Gibson à cette époque-là. Hein. Ah oui, à cause de ses problèmes, oui. Donc à mon avis, il a dû avoir aussi ça qui a dû jouer. Et donc arrive en 2015, donc sort Mad Max Fury Road, donc avec David, on va le voir, mais avec la peur au cul. Hein, on va dire voilà. On était persuadé qu'on allait voir une merde, quoi. Voilà, donc un Mad Max complètement poussiéreux, un Mad Max à l'odeur des années 2000, donc on avait énormément peur, comme la plupart des fans. Et on arrive au cinéma, on se pose tranquillement et tout, le film commence et là on nous voit une tuerie, mais une tuerie. Mad Max donc le dernier s'appelle Mad Max Fury Road et il porte très très bien son nom. Hein. C'est du début à la fin, c'est des courses de bagnoles, c'est des bagnoles qui se rentrent dedans, c'est des barbares qui sont dégueulasses, qui ont des sales gueules. Mad Max est devenu, surtout dans la première partie, Mad Max est devenu une espèce de sauvage qui ne parle pratiquement pas, il est pratiquement muet dans la première partie.
George Miller arrive dans ce monde qui est assez codifié, parce qu'on est arrivé au 4e Mad Max, donc arrive à incorporer un tout nouveau personnage qui limite des fois, qui pique la vedette à Matt, donc à Tom Hardy. On a une tuerie, mais putain, c'est un aller-retour, quoi. Je veux dire, on prend un punch, on prend un uppercut en pleine poire. C'est comme si on prenait un camion en pleine poire. C'est une tuerie. C'est Mad Max 2, mais puissance 25, quoi. Donc, George Miller a tourné son film à l'ancienne, mais complètement à l'ancienne, donc practical. Donc on a énormément de courses de camions et de voitures, mais tournées à l'ancienne. Bon, il y a 2-3 effets numériques quand même, parce que il était obligé pour certains plans, comme à un moment il y a une grosse tempête de sable, donc il était obligé de quand même d'utiliser des effets numériques, mais il y en a très très peu. Mais il a tourné intégralement son film à l'ancienne, et putain, ça se voit. Encore une fois, on sent le kérosène. Encore une fois, on a le soleil qui nous brûle la gueule. On a le sable qui nous fouette la gueule. Alors pour moi, c'est une tuerie. Vas-y, toi. Bah pour moi, alors je vais peut-être casser tout ça, mais c'est pour moi peut-être le Mad Max qui est légèrement en dessous. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que je trouve que la photographie, les couleurs sont un peu baveuses par moments, un peu surchargées, et pour moi le film est légèrement trop épileptique, parce que c'est tout le temps de l'action en permanence. Là je vous donne tous les points négatifs, et je trouve que Tom Hardy n'est pas aussi charismatique que le Mel Gibson. Déjà, le personnage de cette relecture de Max, déjà il est assez muet, il parle pratiquement pas, et tu retrouves pas l'humanité que Max pouvait avoir dans le regard ou dans le visage. Donc pour moi, Tom Hardy, même si c'est un grand acteur et que je l'adore dans beaucoup de films, dans ce Max-là, il n'arrive pas à la cheville de Mel Gibson. J'aurais préféré retrouver un vieux Mel Gibson. Mais bon, tous ces petits points faibles que je vous annonce sur ce film, c'est vraiment minime. Hein. Moi, j'ai pris un pied aussi, comme toi, devant ce spectacle, avec des personnages très bien écrits, cette course-poursuite qui dure 2h15, avec à chaque fois c'est renouvelé, parce que bon, il y a des coupures, il y a des coupures, bien sûr. Ouais, il y a des coupures, mais il y a des situations qui sont à chaque fois renouvelées, quoi. Il y a énormément de choses, et c'est vrai que c'était une claque en 2015. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Ouais, depuis 20 ans. Et même si le film est en practical pour 90%, il reste toujours ces 10% d'images de synthèse qui sont nécessaires, qui sont nécessaires, et puis qui sont bien incrustées. Moi, bon, comme pour tous les petits les petits défauts que je vous ai cités, pour moi, c'est légèrement en dessous des 3 premiers, mais c'est une question de point de vue personnel, voilà. Alors moi, par rapport à ce que tu as dit, moi je te trouve un peu dur avec Tom Hardy, parce qu'il se démerde vraiment quand même très bien. Passer après Mel Gibson, c'était vraiment pas évident. Je pense qu'il a dû avoir un peu la peur au cul. Bon, d'ailleurs, Mel Gibson l'a beaucoup conseillé pendant le tournage. Mel Gibson est venu un peu pendant le tournage, et avant de la production du film et de la réalisation du film, Tom Hardy a été voir Mel Gibson pour s'imprégner du personnage. Donc Mel Gibson quand même l'a orienté sur les bons rails, mais je trouve qu'il se démerde plutôt bien. Donc bon, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Matt, ça sera éternellement Mel Gibson, parce que Mel Gibson, il a ses yeux bleu azur, mais il a un charisme derrière que Tom Hardy n'arrive pas à avoir dans Mad Max 4, parce que Mel Gibson, il y en a qu'un, il y en a pas deux, quoi. Et Mel Gibson le connaissait tellement, son personnage, il avait tellement de charisme, qui s'émanait de lui et de son jeu, que en fait Tom Hardy en face délivre un très bon Matt, voilà, mais différent. Voilà, il le joue différemment, et ça a été une bonne idée de la part de Tom Hardy. Il a pas voulu singer Mel Gibson, parce qu'il aurait tombé complètement à plat, parce qu'on peut pas singer Mel Gibson, c'est pas possible dans la saga matin, on peut pas. Donc en fait, il l'a interprété différemment, et je trouve qu'il se démerde plutôt. Pour moi, il se démerde plutôt bien. Mais par moment, je dirais aussi qu'il se fait piquer la vedette par Charlize Theron. Charlize Theron, avec son personnage de Furia, c'est ça? Furia. Ouais, enfin bref. Enfin bref, son personnage qui pique un peu la vedette à Max.
Et c'est ça qui vous fait aussi qui fait la peut-être petit bémol du film. Le petit bémol et aussi sa qualité, parce qu'en fait on se retrouve devant une femme super badass. D'ailleurs c'est pas la seule qui est badass dans le film, il y en a d'autres. Et c'est ça qui donne le petit grain, enfin le petit plus à ce 4e épisode. Voilà quoi. Et le pire dans ce film, c'est que on est au 4e Mad Max, on est dans les années 2000. Et encore une fois, à ce moment-là, George Miller approche les 70 ans, donc c'est une vieille carne, on va dire, hein, à la réalisation. Et encore une fois, il fourmille d'idées. Ouais. Par exemple, il y a un truc qui est mortel dans ce film, c'est qu'à un moment dans la course de bagnole, devant la calandre d'un camion, t'as un mec qui joue de la guitare. Et putain, mais où il a été trouvé ce putain d'idée, quoi. Le camion, il est à 200 à l'heure, il y a un mec qui a harnaché avec des câbles, et il joue de la guitare, et au bout d'un moment, le mec, il joue de la guitare, mais comme un métalleux, quoi. Enfin, c'est un métalleux, mec. Et t'as des flammes qui sortent du bout de la guitare, mais ça fourmille d'idées comme ça. Le mec, il a 70 piges. Ou bien comme les mecs sur les bars là. Oui, non mais c'est hallucinant. Pour attaquer les camions quoi. C'est hallucinant, le mec il a 70 piges, sa carrière elle est derrière lui, il fourmille d'idées. Voilà, il donne énormément d'idées que n'ont pas des réalisateurs de 30-35 ans quoi. Là Snyder à côté c'est de la merdasse hein. Excusez-moi les fans excusez-moi mais comparer George Miller à Snyder, bon c'est deux réalisateurs qui ont deux styles différents, mais vous dites souvent que Zack Snyder dans les films, bon, vous allez dire que je m'en prends beaucoup en ce moment à Zack Snyder, mais bon. En même temps, il fait de la merde, donc. Surtout après ce que j'ai vu hier, franchement, voilà, j'ai un peu là. Mais on vous dit souvent que Snyder a énormément d'idées dans ses films. Mais putain, regardez les films, regardez le dernier Mad Max. Disséquez un petit peu le film, vous allez voir les idées qu'il y a là-dedans. Et c'est des idées qu'on ne voit pas dans d'autres films, quoi. Mettre un guitariste devant la calandre d'un camion qui roule à 200 à l'heure. Franchement, il y a que George Miller pour sortir ça. Donc pour en finir avec Mad Max 2, donc c'est une claque atomique, on a un méchant là-dedans qui a une espèce de masque à gaz, là en fait c'est l'acteur derrière le masque, on le voit pas. En fait c'est George Miller a rappelé le méchant du premier, donc l'acteur du premier pour jouer le rôle du nouveau méchant dans le nouveau Mad Max. Il est impitoyable, il est méchant, il fait peur avec son masque à gaz. Tous les barbares qui en autour tous les sont vraiment méchants, on sent vraiment encore une fois ce monde crasse-pouille, ce monde qui est régné. Rien que la première scène où on voit Max de dos et puis d'un seul coup on le voit taper du pied, d'ailleurs on se demande pourquoi il tape du pied, et à un moment la caméra se rapproche et on voit la tête qui tourne et on voit qu'il bouffe ce petit lézard comme ça vivant là-dessus. George Miller te met tout de suite dans le bain, quoi. Tout de suite, à la première scène, tu te dis, tu vas te prendre un camion en pleine poire, quoi. Il te met tout de suite dans le bain et tout le reste du film, c'est comme ça. Tu te prends des allers-retours en permanence. Tu sors du film, d'ailleurs, tu peux plus parler tellement t'as vu un truc monstrueux. T'es totalement sonné quand tu sors de la scène. T'es complètement sonné, quoi. Donc à l'époque, les critiques sont anti, tout le monde adore le film. Je n'ai pas vu une presse qui, les spectateurs ont adoré. Bon, pas la nouvelle génération. La nouvelle génération a trouvé ça pourri, mais les 40-50aires ont adoré. Et donc voilà la richesse de cette saga. George Miller pour moi c'est un master de chez master. Il a fait 4 Mad Max, il a fait une saga emblématique. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette saga. Donc t'as un dernier mot à dire? Pour moi c'est que George Miller est inspiré par George Miller et à chaque fois il se renouvelle. Et on va revenir sur Snyder, on va lui foutre une petite baffe. Snyder, lui, il s'inspire de tous les autres, quoi, tu vois. Au début, il s'inspirait de lui-même en faisant des excellents films, et puis maintenant, il s'inspire de multitudes de choses. Donc, pour faire des bons films, faut s'inspirer de lui-même, de soi-même, en fait, et d'incorporer des choses, quoi, en fait. Donc, pour la plupart des réalisateurs de nos jours, donc on peut dire un grand bravo à George Miller, parce que George Miller a vraiment apporté énormément de choses dans le cinéma de ces 40 dernières années, parce que des Mad Max bis, on en a eu à l'appel, Paul Anderson a été Resident Evil lorgne énormément du côté de Mad Max, et puis bien d'autres productions, donc on peut dire merci à monsieur George Miller, pour sa saga, parce que sans Mad Max, je pense qu'il y aurait eu plein de réalisateurs qui auraient pas su quoi faire. Bon,
le cinéma, je suis d'accord que le cinéma il sait se renouveler et puis qu'il n'y a pas 3 réalisateurs de ces 40 dernières années, mais des masters comme Spielberg, Lucas, George Miller, Scorsese, tout ça ont apporté énormément au cinéma de genre, et tous les jeunes réalisateurs ne peuvent que s'inspirer de ces grands masters. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette magnifique série qui est Mad Max, qui a chéri toute une génération de quarantenaires, cinquantenaires. Donc les jeunes parmi vous qui connaissaient pas cette saga, matez-la, vous allez voir, vous allez apprendre ce que c'est que le cinéma de genre. Voilà, parce que George Miller, je vous dis, il a avec 4 films, il a presque révolutionné le cinéma de genre dans les années 70-80. Donc, regardez absolument Mad Max. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc, oui, je crois que c'est pas mal. Voilà. Donc, Mad Max est une saga cultissime. Voilà. Voilà, cette grande rétrospective est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, on va vous dire le message habituel. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à envoyer des commentaires sur la saga Mad Max, on vous répondra toujours avec plaisir. J'espère que cette nouvelle vidéo A2 vous a plu, parce que depuis qu'on a fusionné, parce que vous êtes au courant qu'on a fusionné, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc, et on vous fait des énormes bisous. Bye bye.